Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Monjean, je travaille au sein du service international expertise produits de BPI France Assurance Export, l'agence française de crédit export, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir sur notre éco énergie renouvelable, enjeux et besoins de financement pour les projets à l'international, en partenariat avec le syndicat des énergies renouvelables. L'IRENA, l'Agence internationale de l'énergie, dans son rapport Global Energy Transmission, A Roadmap to 2050, estime que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, à l'échelle mondiale, ce sont 27 000 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables qui seront nécessaires d'ici 2050. Et ce, aussi bien au sein des pays développés qu'au sein des pays en développement. En France, on peut citer le plan de relance qui a été adopté l'année dernière et les travaux également du comité stratégique de filière Nouveau système énergétique qui ont pour objectif le déploiement d'une industrie nationale sur les secteurs stratégiques et notamment les énergies renouvelables. Pour les entreprises françaises du secteur, pour notre industrie nationale, les perspectives à l'export dans le secteur des énergies renouvelables sont donc considérables. Pourtant, plusieurs paramètres des projets d'énergie renouvelable peuvent donner à la conquête des marchés à l'international des allures de parcours du combattant. Technologies innovantes, projets de grande ampleur ou à l'inverse de taille modeste dans des pays émergents, en développement. Ce sont autant de facteurs qui peuvent complexifier le financement de ces projets. Dès lors, quels sont donc les défis à relever pour faciliter le financement de projets d'énergie renouvelable à l'export ? Quel rôle pour le soutien public pour aider les entreprises françaises à dépasser ces obstacles et à remporter des marchés au-delà de nos frontières ? Voici quelques-unes des questions que nous espérons avoir répondu à la fin de l'atelier. Et nous espérons également répondre aux vôtres, donc non seulement celles de la salle, mais aussi celles les questions qui seront posées à travers le chat. Donc je salue nos auditeurs à distance et n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous réserverons un quart d'heure à la fin d'échange avec les intervenants. Et donc autour de la table, pour contribuer à cette réflexion aujourd'hui, alors j'ai le plaisir de présenter des intervenants d'une grande expertise, à commencer par Cyril Carabo, qui représente ici le syndicat des énergies renouvelables. Cyril, vous êtes secrétaire général et responsable international du syndicat des énergies renouvelables. Le syndicat des énergies renouvelables compte 430 environ entreprises du secteur des énergies renouvelables et il anime de multiples groupes de travail, notamment avec l'ADEME, qui abordent les enjeux liés au développement de la filière française des énergies renouvelables à l'international. Arnaud Ibanez, vous êtes depuis peu Senior Investment Manager à NTR PLC, qui est un investisseur irlandais dans des infrastructures renouvelables, ainsi qu'un gestionnaire d'actifs qui acquiert, construit et gère des projets d'énergie renouvelable. À ce jour, votre entreprise a développé, construit et opéré plus de 2,7 gigawatts de projets éoliens, solaires et stockage en Europe et aux États-Unis. Auparavant, vous avez passé plus de 4 ans à Voltalia, qui est un développeur français dédié aux énergies, présent sur 4 continents. Vous avez participé notamment au développement et au financement de nombreux projets, majoritairement en Afrique et en Amérique latine. C'est principalement sur votre expérience à Voltalia que vous exprimerez aujourd'hui. Cécile Aubin, vous êtes Head of Financing chez Neoen, qui est une ETI du secteur des énergies renouvelables qui a été créée en 2008, parmi les principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelables, à la fois solaire, éolien et stockage. Votre entreprise a une capacité de 4,8 gigawatts en opération ou en construction et qui a connu une très importante croissance depuis sa création, en particulier à l'international. Vous êtes présent en Europe, en Amérique latine, en Afrique et également en Australie. Et enfin, Laurence Avenel-Lerouzic, vous êtes responsable au sein du service spatial télécom, énergie et financement de projets chez BPI France Assurance Export, l'agence de crédit export française. Alors pour entrer dans le vif du sujet, j'ai une question tout d'abord à vous adresser, Cyril. Vous qui avez, de par votre positionnement au sein du syndicat des énergies renouvelables, un contact avec de nombreuses entreprises du secteur, est-ce que vous pourriez partager avec nous, avec l'auditoire, des éléments de contexte sur la filière, sur votre analyse aussi des principaux enjeux auxquels sont confrontées les entreprises dans la conquête des marchés internationaux, en particulier pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables? Merci Mélanie. Tout d'abord, merci à BPI France pour cette invitation sur un sujet qui nous tient à cœur depuis quelques années.
Donc le syndicat des énergies renouvelables, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une organisation professionnelle donc, qui regroupe un peu plus de 430 adhérents, qui existe depuis 1994 et qui, depuis 2012, a créé, en tout cas structuré une activité internationale pour clairement effectuer un relais de croissance pour les entreprises du solaire françaises qui étaient touchées par un moratoire dans les années 2010 et qui souhaitaient faire valoir leur savoir-faire à l'international. Donc on a débuté par cette filière et puis chemin faisant, on a créé, structuré cette commission internationale qui comporte un peu plus de 100 acteurs français toute énergie renouvelable confondue, parce qu'on est un syndicat professionnel multi-énergie, et qui se positionne sur tous les maillons de la chaîne de la valeur, ce qui nous permet d'avoir une vision assez large des préoccupations à la fois des industriels, des sous-traitants, fournisseurs de matériel, mais aussi des développeurs qui sont les locomotives à l'export, qui répondent aux appels d'offres et qui ensuite vont développer, construire et exploiter les installations énergie renouvelable. Donc, on s'est très vite penché en fait sur la question du financement, tout simplement parce qu'on est sur des secteurs très capitalistiques qui, upfront, en tout cas au départ, font appel à beaucoup de capitaux. Après, vous avez des coûts marginaux qui sont plus faibles que sur des énergies carbonées, par exemple, mais on a besoin de ce capital. Et paradoxalement, un des enjeux qui est apparu très vite, c'est que on était sur des tailles de projets petites ou moyennes, au regard de ce que vous appelez, ce qu'on appelle le project finance, qui échappait un peu aux cases, aux critères qui étaient proposés par les bailleurs de fonds ou les banques commerciales. Et donc, paradoxalement, sur des projets en dessous des 50-60 millions d'euros unitaires, qui sont les projets qui se développent majoritairement à travers le monde. On a quelques projets de l'ordre du giga, mais les réseaux électriques nationaux, notamment quand vous prenez l'Afrique, quand vous prenez certains pays d'Amérique du Sud, qui sont les pays où on a dans le futur le plus de potentiel, on a des réseaux qui ne peuvent pas accepter des centaines de projets de plus de 100 MW ou de 150 MW unitaires. Donc vous allez avoir une majorité de petits et moyens projets et des difficultés pour les financer. Et nos adhérents, nos développeurs, nous ont depuis plusieurs années fait remonter ces problématiques de coûts et d'adaptation en fait des acteurs du monde financier, bailleurs de fonds publics, institutionnels, mais aussi banques commerciales, aux spécificités, aux particularités de ces projets renouvelables, notamment sur les coûts de dérisking qui sont incompressibles et qui ne peuvent pas être supportés par ces petits ou moyens projets qui passent très bien dans un business plan sur des projets à 150 ou 200 millions unitaires, mais passent moins, en tout cas entachent la rentabilité des projets de petite et moyenne taille. Donc on a commencer par ce point qui reste toujours d'actualité. On espère que BPI fera des annonces dans pas trop longtemps là-dessus. En tout cas, c'est les bruits de couloir. Je ne veux pas faire du spoiling, mais voilà, ça c'est vraiment un point qui est assez important. Lié à ça, vous avez, au fur et à mesure, on va mettre de côté cette période conjoncturelle où on a une hausse des matières premières, mais depuis une dizaine d'années, on a une baisse continue du coût des matériaux, que ce soit dans l'éolien, que ce soit dans le solaire photovoltaïque, dans la petite et moyenne hydro, dans les gaz renouvelables. Vous avez une baisse plus ou moins importante au niveau de la pente en fonction des filières. Et donc, le coût du financement prend de plus en plus d'importance dans la rentabilité in fine et dans le coût du kilowattheure qui est rendu aux utilisateurs, quel que soit l'off-taker. Et pour cela, les concurrents, pays qu'on a étudiés, que certains intervenants de la table ont pu aussi solliciter dans l'accompagnement financier, proposent en fait des packages techno plus financement. Ça fait partie,
pas aller chercher côté de nos amis et concurrents asiatiques, mais ça fait partie de leur stratégie d'apporter, en plus de la solution technologique sur lesquelles nos entreprises n'ont rien à envier aux concurrents américains, allemands, anglais ou asiatiques, parce qu'on a des entreprises françaises qui performent, qui même surperforment à l'international. Pendant un certain temps, le record absolu du prix du kilowattheure solaire était détenu par une entreprise française. Les records tombent pratiquement tous les mois. Mais on a un potentiel en France. On a cet enjeu d'accès à des financements, si ce n'est bonifié, en tout cas compétitif, pour ces projets, d'adaptation de durée de vie de projet versus durée de vie d'instruction au niveau des financements, de coordination aussi des différentes briques institutionnelles, puisqu'on est là chez BPI. Il existe des outils. On a des outils de dérisking qui sont proposés par l'AFD. On a des outils de crédit export, d'assurance prospection, etc., qui sont proposés par BPI. On a des prêts concessionnels qui sont proposés par la Direction générale du Trésor, du financement de l'étude de faisabilité. Il existe ces briques, une meilleure coordination. D'où l'idée, mais je vous en parlerai peut-être après, de ce fameux guichet unique. Mais il y a besoin de cette coordination entre les différents acteurs institutionnels sur ces produits, outils de financement et de garantie à l'export. Et je terminerai jusque-là pour compléter ce qu'a dit Mélanie sur les enjeux. Les énergies renouvelables, on est sur un marché mondial qui tourne autour de 300 milliards d'euros par an d'investissement depuis les 5-6 dernières années. On installe beaucoup plus de production renouvelable par an que de production traditionnelle. Et pourtant, on a une matrice énergétique mondiale à 80% carbonée. Donc, énormément de potentiel. Ce matin, hasard du calendrier, on avait notre colloque annuel à l'UNESCO qui se poursuit actuellement. Le représentant principal conseiller John Kerry a indiqué que les États-Unis avaient comme objectif d'investir à l'horizon, alors 2050, ça vous paraît loin, mais en termes énergétiques, c'est demain, 10 000 milliards de dollars sur les énergies vertes et sur la production d'énergie décarbonée. Donc, la France a un gros potentiel. On a des acteurs qui sont novateurs et très présents à l'international. Vous pourrez aller voir avec l'ADEME, on a un site internet qui s'appelle Savoir-faire français ENR qui a été lancé en 2017 qui recense les réalisations des entreprises françaises. Et on a sorti également, petite page de pub, aujourd'hui, ce document qui est une brochure qui, sur l'accès à l'énergie, parce qu'on a parlé de utility scale, mais vous avez aussi tout un volet, un marché de l'accès à l'énergie qui se développe avec 30% de croissance. On a des acteurs qui sont regroupés au sein de ce document qui nous permet d'avoir une fenêtre et une visibilité sur l'offre française, sur l'accès à l'énergie, document réalisé avec l'ADEME, qui est aussi novateur et qui permettront de développer, j'espère, des parts de marché avec l'aide de nos bailleurs. Merci Cyril pour ces éléments de contexte et très, très récents, puisque certains sont tirés de votre événement de ce matin. Donc celui-là est sorti ce matin à l'occasion de ce colloque. Très bien. Dans ce cas, je vais peut-être poser une question maintenant que les enjeux ont bien été posés et expliqués par Cyril. Arnaud, pour entrer un peu plus dans le levier expérience, dans votre expérience liée au montage de financement de projets à l'international, quelles sont les pistes que vous avez privilégiées pour justement dénouer ces complexités ? Bonjour à tous. Donc peut-être d'abord un aparté par rapport au montage financement de projet en quelques instants pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc les énergies renouvelables et les actifs d'infrastructure vont en fait créer des sociétés projets, des SPV, dans lesquelles en fait des grands sponsors comme Neoen, Voltalia, EDF Renouvelables vont injecter des capitaux propres. Et en parallèle, des grands bailleurs de fonds, des banques vont à leur tour financer les projets d'infrastructure avec de la dette.
Ces projets donc, sont assez leveragés, comme on dit, puisque les actifs renouvelables sont connus pour avoir des revenus assez stables dans le temps et permettent d'avoir des leviers financiers entre 60% pour les plus risqués à 85 voire 90% pour les plus dérisqués. Donc c'est un vrai sujet pour les banques parce que les banques vont être captives de cette SPV, Special Purpose Vehicle, et elles vont devoir en fait faire tout un tas d'études pour dérisquer le projet. Je vais y venir un petit peu après. Donc la bonne nouvelle, c'est que la liquidité, elle est extrêmement présente, elle est abondante, elle est peu chère. Donc c'est vraiment une fenêtre de tir extrêmement importante que l'on a pour les infrastructures et les énergies renouvelables. Par contre, et je m'exprime plutôt sur les pays émergents, donc c'est vraiment important de bien cerner ce sujet, il y a des problèmes de bancabilité. Donc énormément de masse monétaire et financière disponible, mais peu de projets bancables parce que justement les banques vont faire tout un tas d'études afin de dérisquer les projets. Et au final, si le projet est trop risqué dans une zone, par exemple, où il y a une variabilité des taxes ou des lois, alors tout de suite, le projet devient difficilement finançable. Donc dans ma carrière, j'ai pu avoir accès à de nombreux différents bailleurs de fonds. Donc je me concentre principalement sur la partie dette. Premier acteur, donc, ce sont les banques commerciales. C'est très important, vous, comme développeur, vous ayez à cœur d'aller voir les banques commerciales, à la fois internationales, comme BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole, Société Générale, qui vont pouvoir payer, produire de la dette en euros, ou bien en devises locales aussi, si elles sont implantées dans certains pays, notamment une très belle implantation des principales banques en Afrique. Donc elles pourront par exemple prêter en francs CFA. Vous pouvez aussi aller voir donc, les banques vraiment commerciales locales qui sont implantées juste dans le pays et qui vont apporter aussi de la dette. Elles sont souvent contraintes dans les pays émergents par les banques centrales à ne pas trop payer, à ne pas trop prêter sur du très long terme. Donc on est limité par exemple en zone franc CFA à du 8 ans, avec des taux d'intérêt assez élevés, ce qui rend les projets pas forcément très compétitifs si vous voulez vraiment utiliser le levier de la dette en devise locale. Donc par rapport à cet inconvénient-là, très souvent les développeurs vont se tourner vers des banques de développement extrêmement puissantes, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Elles ont pour la plupart un mandat très important en fait, de développer les objectifs de développement durable. Donc il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été votés à l'ONU en 2015. Et sur le secteur des énergies renouvelables, elles vont déployer leur liquidité sur 3 principaux objectifs. Le numéro 7 qui est donc l'accès à une énergie fiable et abordable. Le numéro 9, qui est la construction d'infrastructures résilientes et innovantes. Et enfin le 13, qui est la lutte contre le changement climatique. Et donc cette liquidité-là, vraiment est importante. Les coûts de prêt, la dette est peu chère. Il y a des prêts bonifiés, donc on arrive vraiment à des montages financiers extrêmement dérisqués, extrêmement intéressants. Je vais passer plus rapidement sur les fonds d'investissement. Pareil, beaucoup de liquidités à la fois en dette et en equity, en capitaux propres. Les fonds d'investissement, donc, pour généraliser, sont souvent alimentés par des fonds de pension qui vont déployer des capitaux au gré du fonds sur des périodes assez courtes. Donc, elles vont avoir du mal à être en concurrence avec les banques de développement, puisqu'on sera souvent sur du 5 à 10 ans maximum. Et enfin, bien évidemment, je termine par le plus important, qui est donc le financement export. Donc, je ne vais pas trop m'étendre, mais ce sont des financements extrêmement innovants. Il faut respecter des contraintes, en effet, de part locale française qui doivent être mesurables et mesurées, mais ce sont des leviers financiers extrêmement importants au service des énergies renouvelables. Merci beaucoup Arnaud pour votre retour d'expérience. Cécile, votre entreprise Neoen fait partie de la communauté du Coq Vert BPI France, qui est engagée dans le soutien à la transition écologique et énergétique. C'est aussi un modèle pour beaucoup d'entreprises du secteur en termes de réussite à l'international. Vous avez notamment signé l'un des premiers passes export qui a été conclu avec le ministère de l'économie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les défis en termes de financement auxquels vous avez été confrontés dans vos projets à l'export et sur comment vous êtes parvenu à dépasser ces obstacles? Merci Mélanie. Donc moi je m'occupe de tous les financements chez Neoen, y compris les financements de projets.
qui sont aujourd'hui encore notre principale source de financement. Donc je vais vraiment me concentrer sur cet aspect-là. Je rejoins complètement ce que dit Arnaud sur l'abondance de liquidités et en même temps le sujet de bancabilité, et j'irai un petit peu plus loin. Nous, notre expérience, c'est qu'il y a un sujet de bancabilité, mais également un sujet d'éducation de cette liquidité, parce qu'il y a parfois presque plus un décalage d'attente et d'attente de profil de risque et de rendement de cette liquidité que nécessairement un obstacle définitif du projet lui-même. Et donc la difficulté qui a été la nôtre à l'international, ça a été très largement d'éduquer et de faire venir avec nous nos sources de financement connues et de relations françaises à des contextes internationaux qui sont évidemment très, très divers et avec des enjeux particuliers pour les géographies hors OCDE, sur lesquels les agences de crédit export évidemment, mais les multilatéraux ont un rôle absolument crucial, mais ont aussi un jeu de contraintes qui leur est propre parce que ce sont des organisations étatiques ou parapubliques et qui apportent une complexité supplémentaire. Donc je vais me concentrer principalement puisqu'on est sur une plateforme BPI sur le sujet financement-export. Chez Neoen, on a réalisé il y a 2 ans maintenant, avec BPI, avec Laurence qui est présente, le premier financement solaire export de BPI, dont on est très fiers. Mais c'est une expérience dont on retire aussi des conclusions assez fortes sur la complexité de l'opération. On en parlait un petit peu avec Laurence avant l'intervention. En fait, on a presque dû développer 2 projets en même temps, c'est-à-dire le développement classique du projet auprès des autorités argentines, qui a une complexité en soi, et le développement de tout un montage industriel qui soit compatible avec les contraintes de BPI. Et donc ça, c'est vraiment un choix finalement très fort et très engageant sur le projet et qui a conditionné tout son développement. Donc la question de Mélanie, c'était il y a beaucoup de contraintes, comment est-ce qu'on peut surmonter ces contraintes? Je pense que la première leçon pour nous, c'est qu'il faut avoir très tôt une vraie lisibilité sur les sources de financement. Et ça, c'est une des choses qui est les plus complexes sur ces géographies hors OCDE, parce que le choix de partir sur une solution export, il doit se faire dès quasiment la première ou la deuxième année de développement du projet, sur des projets qui ont 4 à 5 ans de durée de développement. Et une fois qu'on a fait ce choix-là, c'est fondamental d'avoir un échange très régulier avec les contreparties chez BPI, parce qu'il faut monter toute une chaîne de supply, toute une chaîne d'approvisionnement qui va être propre au projet et qui va permettre, sur l'industrie solaire, d'être compatible avec les contraintes BPI, qui sont des contraintes de part française et des contraintes qui découlent de cette part française de montant de dette qu'on peut lever auprès de BPI. Donc c'est vraiment, pour moi, l'aspect fondamental si on veut surmonter ces contraintes-là sur du crédit export et sur de l'investissement solaire, c'est faire un choix structurant très tôt et monter à la fois contractuellement et industriellement un projet autour des contraintes de part française, mais aussi de quantum de dette. Sur le projet dont je parle, nous, on a associé du funding BPI avec du funding multilatéral parce qu'on n'était pas capable, sur une solution export classique, de funder 100% du projet sur un crédit BPI. Merci Cécile. Laurent, je pense que la prochaine question vient naturellement vers vous. Est-ce que vous pourrez nous en dire davantage sur le rôle que peuvent jouer les agences de crédit export telles que BPI France Assurance Export pour aider les entreprises françaises à décrocher les contrats à l'international? Plus particulièrement, peut-être revenir un peu sur les leviers qui ont été mis en place pour répondre aux enjeux de financement des projets d'énergie renouvelable de nos entreprises. Tout à fait, merci Mélanie. Donc tout d'abord, moi je m'occupe dans le département Grand Compte, spatial, énergie, financement de projets, tout secteur du développement, donc des projets sans recours, sur tous les secteurs industriels, y compris le secteur énergétique, tout secteur, mais avec effectivement un fort développement depuis quelques années des projets sur les énergies renouvelables. Donc tout d'abord, le rôle d'une agence de crédit. Comme vous le savez, c'est l'agence de crédit française, BPI France Assurance Export, agit pour le compte et au nom de l'État français. Donc le rôle de cette agence est de soutenir le développement de l'export et de l'industrie française à l'export en accordant des garanties de financement, également de prospection, mais je vais m'attacher plus particulièrement aux garanties de financement. On s'aperçoit effectivement que dans le secteur des énergies renouvelables, il y a une très forte compétition, une très forte concurrence entre les sponsors pour obtenir des concessions.
les États demandent des tarifs de plus en plus compétitifs, de plus en plus bas pour produire cette énergie renouvelable. Et donc il s'agit je dirais, d'économiser sur tous les postes, y compris sur le poste de financement. Et on s'aperçoit dans certains pays que le financement peut avoir un rôle très important dans l'obtention d'une concession. C'est le cas notamment des secteurs de l'éolien en mer en Europe. Donc le rôle d'une agence de crédit est de permettre aux sponsors du projet, mais aussi aux exportateurs qui vont interagir sur ce projet, d'avoir accès à des financements compétitifs, durables et avec de très longues durées. Parce qu'il faut aussi le préciser que la durée des PPA, des contrats d'enlèvement d'électricité, est de plus en plus longue. Sur certains pays, on peut être confronté à des contrats qui sont en adéquation avec la concession, qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. Donc il faut donc des institutions qui aient la capacité d'octroyer des financements sur ces durées à des coûts compétitifs. Donc le rôle d'une ICA est de permettre l'accès à ces financements par une garantie et du risque politique et du risque commercial, donc d'être un catalyseur auprès des banques commerciales pour financer le projet. Je dirais catalyseur lorsqu'on est dans des pays développés où on peut faire du mix dans le financement entre du financement couvert et du financement non couvert. Mais nous agissons également dans des pays qui ont une échelle de risque beaucoup plus importante, des pays on parlait de l'Argentine. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Argentine est un pays de catégorie 7 sur la classification OCDE, qui va de 0 à 7. Donc c'est un des pays les plus risqués au niveau financier, au niveau de stabilité politique. Et la BPI, l'agence de crédit export français, peut intervenir sur ces projets-là à long terme. Donc la place de l'assurance crédit est très forte dans ces pays risqués, puisque effectivement les banques commerciales ne peuvent pas aller seules sur ces pays. Donc c'est un rôle de catalyseur en cas de crédit mixé. C'est aussi un rôle de permettre le financement où aucune banque commerciale n'aurait de l'appétit. Donc il est très fréquent sur ces projets d'énergie renouvelable que nous soyons en cofinancement, soit avec des banques commerciales, soit avec des institutions multilatérales qui peuvent également, dans d'autres conditions, accorder des crédits. Donc je dirais que c'est permettre en fait à un exportateur, mais aussi à un développeur, d'accompagner son offre technique et commerciale par une offre financière. Et on s'aperçoit que ça a un poids prépondérant dans la sélection lors des appels d'offres. Donc pour parler du deuxième volet de la question, quels sont les moyens mis en œuvre par BPI France pour augmenter l'accès aux développeurs d'énergie renouvelable à ces garanties? Alors il y a eu plusieurs outils qui ont été mis en place. Comme Cécile l'a mentionné, il y a d'abord eu le Pass Export, qui est un contrat de confiance entre une entreprise industrielle française, un exportateur et l'État français, pour permettre sur la base de contrats de construction avec une certaine part française d'avoir accès à un financement maximisé. Et également de réduire en fait les procédures d'analyse de part française. Le deuxième outil très important qui a été mis en place s'appelle le bonus climatique. Il a été mis en place en janvier 2019 suite à un rapport au Parlement qui a été remis sur le soutien public dans le secteur des énergies. Et ce bonus climatique, en fait, a pour vocation d'augmenter l'assiette de financement garantie par BPI France si des projets sont qualifiés de renouvelables et de durables suivant des critères de la taxonomie européenne. Donc dans ces cas-là, on peut effectivement couvrir, c'est-à-dire octroyer un financement qui va jusqu'à 85% du montant du contrat commercial export.
Alors il y a quand même des contraintes pour obtenir ce bonus climatique. Tout d'abord, il faut afficher une part française minimum de 20%. Donc on retrouve bien la vocation quand même de BPI France de soutenir l'emploi industriel en France, y compris dans le secteur des énergies renouvelables. Et effectivement, même si cette chaîne de valeur a une dominante asiatique, on le sait, hein, les panneaux solaires sont produits en Asie, beaucoup d'équipements sont produits en Asie, on a pu voir dans le passé certains contrats structurés avec un minimum de 20% de part française. Et si ce seuil est atteint, alors BPI France va mettre en œuvre toute une série d'outils pour soutenir le projet. Cette série d'outils, c'est tout d'abord une maximisation de l'assiette, une prime qui est gérée par des minima par l'accord OCDE. Donc en fait, notre grille de tarification est très précise en fonction de la catégorie du pays, de la durée du prêt et puis également de la qualité de l'emprunteur. Donc nous sommes très transparents sur la prime et le fait d'avoir une garantie à 95% de l'État français va permettre aussi d'une part une meilleure liquidité de la part des banques commerciales, mais aussi une tarification plus faible, puisque 95% du risque est garanti par l'État français. Merci Laurence. Du coup, la question qui découle naturellement pour vous, Arnaud, c'est de vous demander quels sont les éléments qui, selon vous, dans votre expérience, ont facilité le montage financier de vos projets du secteur des énergies renouvelables. Alors avant de mentionner ces éléments-là, donc quelques difficultés auxquelles on a été auxquelles on a été confrontés dans nos précédents projets. Donc tu l'as mentionné, Cyril, l'important c'est pour les petits projets, on perd l'accès à cette liquidité-là si importante. Donc il y a un vrai sujet. Malheureusement, on doit faire des fois appel à des fonds spécialisés, notamment en Afrique. Donc c'est une source de liquidité qui est assez chère, qui est sur des périodes relativement courtes. Et donc ça va venir renchérir ces projets-là. Donc on est confronté à cette baisse drastique de la liquidité sur des projets à très fort impact. Et c'est extrêmement dommageable parce que ces projets-là, en fait, sont petits. Ils sont relativement bien acceptés localement et ils ont une emprise foncière, ce qui pose très souvent problème pour les gros projets, là extrêmement petite. Donc les solutions que l'on a pu voir avec les équipes de BPI France, à la fois assurance export et financement, c'est que vous êtes capable en fait de prendre des tickets plus petits que certaines grandes banques de développement. Et donc vous êtes aussi extrêmement compétitif en termes de taux. On a reçu, et je vous remercie beaucoup pour nous avoir fait parvenir systématiquement des lettres d'intérêt avec des financements très compétitifs, des primes très compétitives. On est capable en fait de pallier à cette manque de liquidité que l'on perd des très gros acteurs. Premier point. Le deuxième point, je voulais juste parler des systèmes hybrides, qui sont des systèmes qu'on appelle off-grid, en dehors du réseau, qui sont souvent des projets en fait solaires, stockage, avec une dimension diesel, donc une dimension polluante. Alors, on fait souvent appel à ces solutions-là pour des industriels, hein, typiquement des grands groupes français du ciment. Et malheureusement, on perd aussi cette source de liquidité-là simplement parce que certaines banques vont juste regarder le niveau d'émission de CO2. Donc la taxonomie mentionne 100 grammes de CO2 par kilowattheure et certaines ont une vision un peu drastique et vont refuser de financer ces projets-là. C'est extrêmement dommage aussi parce qu'en fait, ces projets-là viennent se substituer à des solutions extrêmement polluantes, purement thermique, et donc le bénéfice climat est avéré. Donc là aussi, on trouve des solutions, soit on finance que la partie renouvelable, entre guillemets, donc solaire plus stockage, ou bien aussi on fait appel à d'autres acteurs, des fonds d'investissement qui peuvent accompagner et pallier ces difficultés-là. Et enfin, donc, dernier point, en effet, vous l'avez mentionné, la filière donc, solaire est extrêmement compétitive en appel d'offres. Les chaînes de valeur sont en Asie et vont le rester pour relativement longtemps. Et donc toute la complexité des développeurs, c'est vraiment d'arriver à atteindre ces 20%-là. Et donc quelques éléments de solutions, c'est pas forcément parfaitement arrêté, mais je vous conseille, si vous travaillez sur des projets d'ENR, donc comme l'a dit Cécile, d'anticiper au maximum.
Bien évidemment aussi d'aller voir vos équipes pour tester l'appétit, le pays. Et de très vite, avec vos équipes de construction, leur demander des pricing qui vont, enfin des retours, des cotations qui vont permettre de déclencher ces 20% de part locale. Ça sera sans doute un peu plus cher qu'un CAPEX asiatique, mais quand vous prendrez l'offre globale avec le financement, sous couverture ici, vous verrez qu'en raisonnement all-in, comme on dit, le projet sera compétitif. Donc c'est important d'avoir ces deux façons de raisonner pour vraiment améliorer la compétitivité qui est mise à mal par des appels d'offres vraiment très serrés en termes de tarifs. Merci beaucoup Arnaud. Et donc vous évoquez, vous concluez en mentionnant les enjeux de compétitivité vis-à-vis de la concurrence internationale. Cyril, je pense que sur ce plan-là, la question qu'on peut se poser tout naturellement, c'est quels sont les besoins qui restent à couvrir de ton point de vue, du point de vue du syndicat des énergies renouvelables, pour soutenir le développement de la filière française à l'export. Alors sur ce sujet, nous, on a planché depuis 2019 au sein d'un groupe de travail dédié auquel les développeurs, les industriels, membres du syndicat ont participé activement. On a produit un document, là encore, qui est disponible sur notre site internet et qui nous sert un peu de feuille de route, de référence, qui sont une trentaine de propositions pour une meilleure adaptation des outils de financement et de garantie. Parce qu'on l'a vu, on n'est pas sur des secteurs traditionnels dont la France avait l'habitude de soutenir à l'international. On ne vend pas des Airbus, on ne vend pas des rames de tramway, on ne vend pas des sous-marins. On est sur des projets avec des spécificités en termes de taille, en termes de durée de vie, en termes de off-taker. On vend, je parle on, mais nos adhérents vendent de l'électricité pour les développeurs, des matériaux qui serviront à produire l'électricité pour les industriels. Donc on a quand même des particularités. Et la question, c'est comment est-ce qu'on adapte tout un système institutionnel qui a été basé historiquement sur des secteurs traditionnels où la France faisait excellence à l'international à cette nouvelle transition énergétique. Donc tout le travail qui est toujours en cours, work in progress, au syndicat, a été de voir en fonction de l'existant, comment est-ce qu'on pouvait adapter aux besoins de ces entreprises au regard du marché, comme je l'ai dit, qui est autour de 300 milliards par an. Donc ces 30 propositions, on a travaillé avec BPI, que je remercie à nouveau, qui est un partenaire régulier de ces discussions, sur, je ne vais pas rentrer dans les détails des propositions techniques d'adaptation. Il faut quand même saluer, et ça a déjà été dit, l'apparition de ce plan climat pour les financements export qui, pour nous, va dans le bon sens. Alors c'est assez récent, il faut voir au niveau du bonus climatique le retour d'expérience de la part des entreprises, mais cette augmentation de quotité, ce taux de part française exigé, mais qui n'est pas à la hauteur de, et ça on va en parler, à la hauteur de ce qu'on peut retrouver sur de l'aide liée, ça va dans le bon sens. Ça a été évoqué, la garantie projet stratégique également, avoir retour d'expérience, l'adaptabilité par rapport aux utilisateurs des filières renouvelables, c'est quelque chose qui aussi va dans le bon sens. Autre point à signaler, c'est pour vraiment vous donner un aperçu de l'évolution, qu'il y a eu quand même vraiment l'accompagnement institutionnel bouge, on ne peut pas dire que rien ne s'est passé. Le groupe AFD, Agence française de développement, a mis en place une garantie off-taker, on peut appeler garantie de paiement public, GPP, pour couvrir, on a beaucoup parlé de risques, que ce sont des projets risqués sur le long terme, etc. Et nous, c'était une demande qui avait été portée par le secteur privé dans certains pays, d'avoir
l'off-taker, c'est-à-dire l'acheteur d'électricité qui va s'engager sur un contrat de long terme, qui est souvent une compagnie d'électricité nationale, qui est souvent endetté avec des bilans qui sont limites et qui représente un risque sur le long terme pour des bailleurs de fonds. Pourquoi ces sociétés sont endettées? Parce qu'on est sur l'énergie fossile subventionnée. Donc qu'un kilowattheure vendu n'est pas vendu au prix de revient, mais est bien subventionné parce que sinon il ne pourrait pas être acheté localement, où ça produirait, l'énergie est un bien essentiel, ça produirait des difficultés sociales. Donc on a énormément de compagnies d'électricité nationales qui sont sur des situations financières difficiles et qui représentent un risque off-taker. C'est une avancée que l'AFD, sur certains projets qu'elle est amenée à financer, propose cette garantie off-taker. Ça a été fait en Afrique australe en test sur le solaire. On espère que ce sera aussi répliqué ailleurs, mais ça va dans le bon sens. Merci Cyril. Je vois que le temps pour notre échange est en train d'arriver à sa fin pour qu'on puisse avoir du temps pour les questions. Peut-être on peut passer à une dernière question que j'adresserai d'abord à Cécile puis à Laurence. La question des conseils. Parce que certains d'entre vous sont venus pour ça. Donc Cécile, est-ce que vous auriez des enseignements que vous serez prête à partager à la fois avec notre auditoire et aussi aux personnes qui nous suivent à travers notre chaîne? Oui, bien sûr. Spécifiquement sur les sujets de crédit export et de projets solaires, je pense que la première chose qui est fondamentale, c'est d'être vraiment conscient de toutes les contraintes du produit et qui ne sera pas utilisable dans un certain nombre de scénarios. Dans d'autres scénarios, ce sera probablement la seule option et une condition de faisabilité. C'était le cas pour notre projet en Argentine. Et ce jour-là, il ne faut pas se désespérer sur le premier état des lieux du supply et se dire que c'est complètement inaccessible. Nous, notre expérience, c'est quand on a commencé à se dire, en fait, notre seule option pour faire ce projet, c'est un financement BPI, personne ne l'a jamais fait et toute la chaîne de valeur est en Asie. Le constat était, la part française est inaccessible. Et en réalité, en travaillant toute notre chaîne de valeur, en travaillant avec tous nos fournisseurs, qui ont parfois modifié leur offre, qui ont pu modifier certains éléments de leur proposition, en travaillant aussi sur toutes les marges, tous les contrats de service, c'est-à-dire vraiment en retournant toutes les pierres, on s'est rendu compte qu'on était capable d'atteindre ces 20% et même on était proche de 25%. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais juste aussi vous recommander à ce moment-là d'être à livre ouvert avec BPI. Nous, ça a vraiment été notre expérience. On a posé le sujet avec eux, on leur a montré notre chaîne d'approvisionnement. On n'a pas eu peur qu'ils essayent de nous piéger ou finalement de contester nos propositions. Et on a travaillé à une structuration industrielle avec eux sur presque 1 an et demi, je crois, Laurence. Et c'est vraiment la condition de faisabilité du projet. Et donc, j'en profite vraiment pour remercier notamment Laurence, qui a énormément contribué. Merci Cécile. Et donc Laurence, qui est la personne ressource, si vous avez d'autres questions par la suite, est-ce que vous auriez 3 conseils à donner aux sociétés du secteur qui nous écoutent et chercheraient à accéder à des financements pour un projet à l'export? Oui, tout à fait. Donc 3 conseils principaux pour avoir accès à nos garanties. Donc, le premier, c'est d'identifier dans la matrice de sourcing globale du projet quelles sont les prestations françaises qui peuvent être éligibles. Il y a eu des avancées qui ont été faites dans ce sens. La définition de la part française a évolué depuis quelques années pour intégrer maintenant des prestations de R&D, intégrer également de la marge ou des prestations intellectuelles comme des coûts de développement. Donc effectivement, c'est faire un état des lieux de la matrice de sourcing, en parler avec BPI et également avec nos autorités de tutelle qui sont les référents sur l'analyse de la part française pour pouvoir effectivement trouver un modus vivendi pour rendre le projet éligible. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est d'être assez ouvert sur les discussions de part française puisque c'est le seuil d'éligibilité qu'il faut pouvoir remplir. Deuxièmement, c'est de faire jouer l'aspect filière, c'est-à-dire de ne pas hésiter de faire appel à des sous-traitants français, même sur des prestations beaucoup moins valorisées, entre guillemets, puisque nous considérons la part française dans un contrat globalement. Deuxième conseil, c'est d'avoir un contrat EPC global et non pas de scinder les prestations contrat par contrat, parce que ça permet premièrement de faire un amalgame de toute la part française de tous les contrats, et puis également de pouvoir maximiser le financement en prenant aussi en considération de la part locale.
Donc j'ai également un conseil, c'est de nous soumettre aussi assez en amont, c'est exactement ce qui a été fait sur le projet argentin, les structures contractuelles, puisqu'on peut travailler conjointement pour rendre une structure bancable et éligible à la garantie. Notamment, s'il y a un excès de part locale, on peut potentiellement scinder dans un contrat parallèle cette part locale en excès pour pouvoir respecter les seuils d'éligibilité. J'aimerais dire un dernier mot sur les pistes d'amélioration et les réflexions qui sont menées sur le soutien des PME pour rejoindre votre idée, Cyril, dans le secteur des énergies renouvelables. Donc il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a eu la mise en place de la garantie des projets stratégiques qui permet d'octroyer une garantie à différents acteurs français, qu'ils soient investisseurs, fournisseurs ou même off-takers d'un projet, si ce projet peut remplir des critères d'éligibilité qui ont un intérêt pour l'économie nationale. Alors ça peut être une prise de position sur un marché géographique émergent, dominante pour un acteur français. Ça peut être également un critère de sécurisation d'accès aux matières premières ou d'accès aux ressources énergétiques pour la France. Et ça peut être aussi une place, le développement d'une technologie innovante donnant à l'acteur français une place prédominante et une place de premier acteur sur un secteur géographique. Donc nous sommes assez ouverts pour regarder et analyser l'octroi des garanties stratégiques en fonction des différents critères au cas par cas. C'est un accord qui est donné au cas par cas et ça permet effectivement de pouvoir donner accès à nos garanties à des projets qui auraient une moindre part française. Dernièrement, les pistes d'amélioration, c'est effectivement pouvoir permettre à des projets de plus petite taille dans les énergies renouvelables d'avoir accès à nos garanties. Donc des pistes de réflexion sont menées pour diminuer le seuil d'intervention de BPI France sur les garanties de ces petits projets et puis également faire une instruction allégée en partenariat avec les banques assurées et les sponsors. Enfin, dernier conseil, c'est effectivement de travailler en partenariat avec BPI sur la structuration du projet et puis d'être transparent aussi sur les difficultés parce que l'appétit des autorités françaises est très fort sur le secteur des énergies renouvelables et on peut, je pense, l'avoir démontré sur le projet argentin. BPI France est un partenaire à long terme et un partenaire qui ne change pas sa vision du risque. Donc quand on accompagne un sponsor ou un exportateur sur un pays, c'est un accompagnement à long terme et on peut mettre en œuvre des mesures de restructuration pour permettre au projet de faire face à certaines difficultés. On est vraiment dans le long terme avec les entreprises que nous accompagnons. Merci beaucoup Laurence pour tous ces conseils et à tous pour vos retours d'expérience et vos témoignages. Le moment est venu pour les questions. Donc nous allons faire passer un micro dans la salle. Si vous avez des questions, c'est à vous. Et après, on regardera celles de ceux qui nous suivent à distance. Bonjour, j'ai plus une réaction au commentaire que tu as fait, Arnaud, sur ton projet où tu avais beaucoup des panneaux solaires, mais tu avais toujours un peu de thermique, et donc du coup, tu n'es pas éligible au bonus climatique. Est-ce que tu as pu avoir des échanges pour vérifier la pertinence d'utiliser la taxonomie européenne qui définit des critères que nous, on veut avoir en Europe, à des projets dans des pays d'Afrique ou ailleurs, où l'accès à l'énergie ne peut peut-être pas se faire au même niveau qu'on a nous en Europe? Merci pour cette question. La taxonomie, elle est toute récente actuellement, donc elle est, je pense, en train de se déployer. Il faut que chacun s'imprègne des seuils d'éligibilité. Je ne vais pas forcément donner de nom, mais en effet, c'était vraiment un seuil qui était autour de 100 par l'institution financière et le projet était autour de 120 grammes de CO2 par kilowattheure.
Donc en fait, on était au-dessus et on a eu vraiment une fin de non-recevoir. Derrière, donc certains fonds aussi qui ont l'objectif de déployer des fonds en Afrique ont proposé de se substituer, mais on est à des coûts quand même plus élevés, avec des maturités quand même plus petites que ce que l'on pouvait attendre. Donc au final, c'est un projet qui devient plus cher et forcément, c'est un projet moins compétitif. Donc je pense que au gré du déploiement de la taxonomie européenne, je pense qu'il y aura des flexibilités. C'est aussi à nous de nous battre, anciens développeurs, pour montrer vraiment le bénéfice climatique au-delà de l'aspect polluant de la solution thermique. Bonjour, société Wave Energy, nous développons un système hydrolien flottant tout le moteur. Nous sommes arrivés au TRL 4.5 et pour aller plus loin, ça veut dire réaliser un démonstrateur en mer TRL 7.8, nous trouvons nulle part de financement parce qu'il faut investir environ 5 millions pour arriver à ce stade-là. Les investisseurs ils ne veulent pas risquer, privé. Et l'État, bon, ne rentre pas dans les fonds, renforce par les fonds de la société. Dans ce cas-là, nous sommes bloqués, on ne peut pas aller plus loin. En fait, si je comprends bien, c'est pour développer des pilotes, mais qui sont à vocation d'être exportés ou sur le marché domestique? C'est une hydrolienne flottante qui peut être employée partout dans le monde. Les grands groupes se sont retirés de ce marché parce qu'ils n'arrivent pas à baisser les coûts. Ils sont à 260-300 euros par mégawattheure. Et notre système est tellement simple qu'on devrait être au niveau des éoliennes offshore. Dans ce cas-là, on serait compétitif. Mais bon, c'est une toute petite société et on n'a pas les moyens d'aller plus loin. Alors effectivement, il y a plusieurs outils au sein de BPI. BPI France Assurance Export, en fait, est l'agence pour favoriser l'export. Donc, on n'a pas vocation nous-mêmes de faire des subventions à l'innovation ou en capital risque. Il y a d'autres entités de BPI qui sont à même d'apporter ces financements et ces aides. Effectivement, pour qu'on puisse nous intervenir, il nous faut un contrat export éligible. Donc, c'est vraiment la notion d'exportation, de sortie du territoire de biens ou de services où on peut vraiment aider l'exportateur et l'entreprise française. Donc, oui, tout à fait. Après, sur ce type de financement, l'innovation, l'ADEME, l'agence de la transition énergétique, propose régulièrement des appels à projets pour financer. Alors, je n'ai pas les montants. Donc, derrière, vous avez ce type de solution. Après, trouver un outil qui va vous financer l'intégralité d'un démonstrateur pour prouver la technologie. Peut-être que vous en connaissez, moi j'en connais pas. Peut-être vous renvoyer également vers l'outil FASEB démonstrateur, donc qui est un outil qui est piloté par la Direction Générale du Trésor. Et il y a actuellement un appel à projet. Alors, c'est notre autorité de tutelle, mais nous, BPI France n'intervient pas du tout dans ces dispositifs-là. Mais je vous invite à prendre contact avec la Direction Générale du Trésor, le bureau Fininter 2, qui pourra peut-être vous aider sur votre projet. J'en profite pour sonder à nouveau la salle. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient poser des questions avant la fin de l'atelier ? Bonjour, Yann Casset, dirigeant de PME franco-malgache et apprenti industriel. Du coup, ma question très simple, c'est plutôt pour la BPI. Donc en Afrique et dans les marchés émergents, on a un risque de non-paiement qui est atroce. Dans le cas d'octroi d'un crédit export sur un projet comme ça et de non-paiement par exemple d'un État, qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'il y a des recours possibles ou est-ce que... Enfin voilà.
sur les pays, sur les différents pays, bon, le métier de BPI France, c'est de prendre du risque politique sur des pays risqués. Donc, effectivement, on travaille avec quasiment de nombreux pays. La carte sur laquelle BPI France est ouverte sur les pays est consultable sur notre site. Le risque de non-paiement en fait, peut s'apprécier à différents niveaux. Tout d'abord, si on a un État comme emprunteur ou une entreprise publique en tant qu'emprunteur, on peut avoir tout simplement un défaut de paiement. Dans le cas des projets que nous analysons, ça peut être un défaut de paiement au titre d'un contrat de projet, notamment un défaut de paiement au titre d'un contrat d'enlèvement d'électricité. Mais in fine, ça peut effectivement découler en défaut de paiement au titre d'un financement. Donc, dans ces cas-là, en fait, lorsqu'on prend en risque un projet, on analyse la matrice des risques, on analyse d'abord le risque de contrepartie des différents acteurs du projet, et puis ensuite la robustesse des cash flows générés par ce projet par l'analyse du modèle financier. Donc en fait ce sont des risques qui sont analysés avant qu'on puisse garantir ces projets. Mais effectivement nous pouvons intervenir sur des pays très risqués qui peuvent être des pays de catégorie 7 dans la classification de risque OCDE. Triomphe Antulan, manager de TPE en énergie renouvelable en Afrique. Bon, justement, en parlant de risque, est-ce que lorsque il y a un financement par rapport à un projet, par exemple en énergie solaire, dans un autre pays, est-ce que la BPI, par exemple, prend tout le financement ou en fait essaye de trouver des cofinancements avec peut-être d'autres banques, parce qu'en réalité, ce sont des États, et demain, un État peut se lever et le projet appartient à l'État et plus à la banque, justement en parlant de risque. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est un consortium en cofinancement avec la BPI, peut-être les banques locales, ou encore c'est tout le poids de la BPI, et en même temps, de notre volet, quelle est la part en fait en termes de pourcentage peut-être des interventions de la BPI sur les projets d'énergie solaire en Afrique? Merci pour la question. Donc tout d'abord, le critère premier pour BPI pour intervenir au titre d'un financement d'un projet solaire, c'était, comme on l'a décrit, l'existence d'un contrat d'exportation française. Donc il faut qu'il y ait dans les contrats de construction des entreprises françaises qui interviennent avec des prestations, fournitures ou prestations de services qui sont produites en France. Et le montant de la dette garantie par BPI va être fonction du volume de prestations françaises qui sont comprises dans le contrat export français. Avec le bémol que l'on a décrit, qu'avec le bonus climatique, on peut augmenter notre assiette de crédit garanti. Donc ça, c'est la première condition, qu'il y ait un contrat français d'exportation pour qu'on puisse intervenir dans le financement. Ensuite, effectivement, sur des projets de petite taille, il n'est pas souhaitable d'avoir plusieurs tranches de crédit. Parce qu'effectivement, ça multiplie les coûts administratifs de gestion. Donc, les pistes de réflexion, c'est justement d'abaisser les seuils d'intervention pour ces petits projets où la dette est d'un montant limité. Et puis également de faire bénéficier ces projets du bonus climatique qui nous permet de financer jusqu'à 85% des coûts de construction du contrat export. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Je crois qu'il nous reste très peu de temps. On a une question qui nous est adressée à travers le chat, qui est pour toi, Cyril, qui porte sur les recommandations du CER en matière d'une coopération plus importante entre les institutions, les différentes institutions de soutien public à l'exportation, et notamment, qui citent notamment l'AFD. Alors, est-ce que tu pourrais, en une minute, nous en dire un petit peu plus sur ce sujet pour répondre à la question de notre internaute ? Alors, même assez court, nous on a une proposition qui a été portée
au sein des directions des différentes institutions de guichet unique, c'est-à-dire de constituer en fait un point d'accès pour les porteurs de projets et unique, et que le projet puisse être, donc il y a la Team France Export, il faudrait rajouter l'AFD, que le projet puisse être suivi par les différentes institutions qui proposent des outils d'accompagnement à l'export pour que chacun puisse apporter cette brique et donc compléter. On a parlé de dérisking. C'est vrai que l'outil que j'ai cité de l'AFD peut être intéressant d'être porté à la connaissance de BPI dans les analyses de financement, parce que c'est une manière aussi peut-être d'optimiser le financement. Donc, voilà, c'est une proposition en tout cas. Alors, guichet unique ou comité interorganisation, mais en tout cas que le projet soit traité par une entité unique de A à Z. Merci Cyril. Donc une belle proposition sur laquelle nous allons du coup terminer cet atelier. Je voudrais remercier chaleureusement nos invités qui ont pris le temps de partager leur expérience et leur analyse sur ces sujets d'accès au financement pour les projets du secteur des énergies renouvelables à l'international. Remercier la salle également et vous souhaiter une très belle suite de parcours sur BIG. Merci.